et bienvenue dans cette série de balados Vision portant sur la gestion de projet. Mon nom est Rose et j'aurai le plaisir d'animer aujourd'hui avec Louis-Jacques et nous recevons Georges Alexandre ou GA pour les intimes. Dans le dernier balado, en fait, sur la définition, on a abordé en fait c'est quoi la définition et une vue d'ensemble de la gestion de projet. On a discuté du fait que la gestion de projet, c'est plus un ensemble de compétences qu'un emploi en tant que tel. Puis, sachant cela, en fait, il y a une question qui s'impose naturellement, c'est comment est-ce qu'on fait pour concrètement développer des compétences en gestion de projet et comment est-ce qu'on peut en tirer profit? Donc, GA, rebonjour. Comment on se lance en gestion de projet? Est-ce qu'on devrait plutôt accumuler des compétences via un programme de formation à l'université, pas nécessairement à l'université, mais donné dans d'autres types de formations, ou est-ce qu'on devrait plutôt les apprendre, ce qu'on appelle sur le tas? Les deux se font. Les deux se font. Hein. On parlait du 20-80. 80% de la gestion en général, c'est du gros bon sens, du jugement critique. Donc, j'aurais le goût de dire, sans rentrer dans l'introspection, là, écoute ta petite voix intérieure. Là. Il y en a qui préfèrent apprendre sur le tas, donc par eux-mêmes. Puis il y en a que ça les sécurise de faire un programme de certification en gestion de projet. Les deux se font, puis les deux vont t'amener à développer des compétences fondamentales en gestion de projet ou en gestion en général. On a parlé avant du PODC, planifier, organiser, diriger, contrôler. Oui, il existe des programmes de formation qui vont t'apprendre à planifier, mais entre toi et moi, on est capable de planifier sans nécessairement faire un programme de formation. Donc, c'est quand même important, mais il n'y a pas beaucoup de programmes de formation qui vont t'enseigner plus des compétences relationnelles, ce qu'on appelle les soft skills. Il n'y a pas beaucoup de programmes de formation qui vont t'amener à faire preuve de plus de débrouillardise ou de créativité, parce qu'il y a ça beaucoup aussi dans la gestion de projet. Alors, tout ça, ça fait partie des éléments qu'il faut essayer de développer. Puis les canaux pour développer ça, bien, on peut prendre des canaux formels avec de la formation, accréditée ou non, mais on peut très, très bien le faire de façon autodidacte, donc apprendre sur le tas. Ça aussi, ça se fait. Comme proposé d'ailleurs dans le parcours Vision. Tout à fait. Bien, en fait, ça me fait penser à une petite sous-question, mais on parle justement de soit programme formel, programme informel, ou etc. Puis on va revenir là, à si on décide d'apprendre sur le tas, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Je me demandais, as-tu quelques exemples de programmes qu'on pourrait faire si on cherche une formation plus formelle en gestion, par exemple? Oui, bien, mettons les programmes qu'on connaît à l'Université Laval. Nous autres, on a quand même en administration. Je dirais, on a des micro-programmes puis des certificats en gestion de projet qui se font. Puis ça, bien, c'est ouvert à pas mal n'importe qui. Pas besoin d'avoir de scolarité préparatoire. Il y a certains niveaux de mathématiques de base qu'il faut avoir, mais à la base, les micro-programmes et les certificats, micro-programmes, généralement, c'est à peu près 15-18 crédits, donc ça se fait en une session et demie à peu près, donc ça peut être très, très court dans le temps, où il y a des certificats. Les certificats, d'habitude, nous autres, c'est 30 crédits, donc ça, tu peux le faire sur un an ou plus, dépendamment de ta cadence. Donc, il y a de la formation accréditée à l'Université Laval qui existe. Les autres universités font aussi ça. Et il y a plein d'autres programmes de formation qui sont accrédités ou non. Une certification, par exemple, en gestion de projet qui est très populaire, c'est celle du Project Management Institute, le PMI. C'est la certification qu'on appelle PMP. Fait que Project Management Professional, qui existe, qui peut se faire en quelques centaines de dollars ou en quelques milliers de dollars, dépendamment du forfait que tu veux acheter. Ça peut se faire à ton propre rythme aussi. Donc, oui, il existe la certification, mais dans tous les cas, est-ce que tu veux le faire avec un canal certifié ou est-ce que tu veux toi-même lire des livres sur la gestion de projet ou apprendre comment devenir un gestionnaire de projet? Les deux peuvent très bien se faire, dépendamment de ta personnalité ou tes préférences personnelles. Puis pour rebondir sur justement ça, le fait que, bon, il existe toute cette sphère-là de formation disponible pour la gestion de projet, mais quand on apprend sur le tas, par exemple, ben, nous, dans notre cas, par exemple, on parle des études graduées maintenant. Qu'est-ce qu'on acquiert durant tu penses dans nos études, dans nos études graduées, justement, doctorat, maîtrise? Est-ce qu'il y a l'ensemble des compétences de gestion de projet qu'on pourrait acquérir là-dedans ou il pourrait nous en manquer, par exemple? Ben, c'est-à-dire, dans un programme de certification, généralement, tu vas ratisser assez large. C'est-à-dire que tu vas aller chercher, oui, c'est pas toujours explicite dans les plans de cours, mais juste les cours de gestion de projet vont t'amener à faire preuve de débrouillardise parce que très souvent, il faut que tu fasses un projet dans le cadre de ton cours de gestion de projet. Donc, oui, tu vas devoir faire preuve de débrouillardise. Tu vas te rendre compte que dans la vie, il faut aussi que tu n'as pas toujours une réponse. Donc, il faut que tu la crées par toi-même, ta propre réponse des fois. Donc, ça, oui, ça se fait. Il y a quand même ce que j'appellerais des compétences stratégiques
qu'on peut acquérir. Donc, qu'est-ce qui fait que je suis capable de fixer un objectif? Qu'est-ce qui me permet d'être capable de pouvoir rassembler des gens puis pouvoir toujours recentrer des discussions vers un objectif? Donc, tout ça, il y a des compétences un peu plus stratégiques qui peuvent être pertinentes, sans oublier peut-être les compétences techniques ou technologiques. C'est pas mauvais d'apprendre, c'est pas toujours nécessaire, mais d'apprendre comment fonctionnent les logiciels de gestion de projet comme Microsoft Project, comme Trello, comme Asana. Donc, tout ça, c'est pas sorcier. Ça peut faire partie de la formation, mais tu peux aussi l'apprendre sur le tas par toi-même aussi, si tu le préfères. Donc, l'avantage de faire un programme certifié ou de faire un programme accrédité, très souvent, les gens, ça les rassure beaucoup d'avoir quelque chose qui leur donne une vision un petit peu plus globale de ce que c'est la gestion de projet. C'est drôle parce que tu parles de logiciels de gestion de projet, justement. Puis c'est drôle parce que moi, personnellement, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, pendant mes études graduées, j'étais un peu dépassée surtout quand on commence à avoir... Tu sais, quand on est au doctorat, au début, on a un projet, souvent gérer le nôtre. Puis là, à un moment donné, plus le temps avance, là, on nous fait entrer sur des nouveaux projets. Collaboration. Parce qu'on développe une expertise, et les gens viennent nous voir. Fait que là, ils viennent nous voir. Là, on commence à être sur des demandes de subventions. Puis là, avant même d'être chercheur ou peu importe, ou d'être sur le marché du travail, tu te rends compte de « Ah, OK, j'ai plus qu'un projet à gérer, j'ai plus qu'un dossier à gérer en même temps. » Puis, personnellement, il y a un moment dans ma vie où je suis arrivée au doctorat, puis là, j'avais plusieurs dossiers à régler en même temps, puis ne serait-ce que même si c'est plus au début, quand tu dois jongler avec les cours, avec le travail lié à ton propre doctorat, si tu as un emploi à côté de tes études, par exemple, OK, comment est-ce que je fais? Là, je me ramassais avec une to-do list qui était gigantesque, mais j'avais pas, ça me stressait plus qu'autre chose. Fait que personnellement, j'ai commencé à utiliser un logiciel de gestion de projet par moi-même, puis pour m'aider. Puis t'aider à prioriser, peut-être. Exactement. Fait que maintenant, en fait, le logiciel de gestion de travail de projet me permet de mettre toutes les tâches que j'ai par projet. Puis après ça, j'ai une autre to-do list qui est ma to-do list de la journée. Puis je fais juste prendre ces tâches-là. Ça m'a énormément aidé juste à avoir une plus grande vision globale du projet puis voir qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que je peux... Tu sais, la technologie, là, tout se fait en technologie. Oui, exact. C'est pas compliqué. Peu importe c'est quoi ton problème ou ton besoin, là, il y a une technologie qui existe pour régler ça. Donc oui, d'apprendre à faire fonctionner différents outils technologiques, ça peut être une bonne chose. L'informatique peut nous aider à gérer du temps. Mais tu sais, la gestion du temps, ça aussi, c'est une compétence à développer en gestion et en gestion de projet. Qu'est-ce qui fait que je suis capable de bien gérer mon temps? Puis là-dessus, il y a des programmes qui abordent cette thématique-là, mais des fois, il faut que tu l'apprennes par toi-même ou des fois, d'avoir un mentor qui va t'aider à pouvoir gérer ton temps, ça aide. Tu sais, la gestion du temps, la gestion de projet, je pense que c'est probablement une des plus grandes difficultés. D'être capable de prioriser, d'être capable essentiellement, puis ça, c'est mon take à moi sur la gestion du temps, d'être capable de faire la différence entre une tâche importante puis une tâche urgente. C'est pas la même chose, puis des fois, on a tendance à pas faire la différence entre les deux. Donc, résultat, on fait beaucoup de tâches urgentes et c'est ce qui fait qu'on fait pas assez de tâches importantes. Donc, on finit notre journée, on est brûlé, on a l'impression qu'on a fait plein de choses, mais qu'on n'a pas avancé. Pourquoi? Parce qu'on a répondu à des urgences. Donc, ça aussi, c'est important d'avoir l'habitude ou le réflexe de dire là, je suis en train de faire la bonne chose. Est-ce que je suis en train de faire ce que je devrais faire ou je suis en train de faire comme quelque chose que quelqu'un me force à faire mais qui ne m'avance pas dans mon projet? Ça, c'est une compétence qui est hyper importante à développer. Puis en plus, si tu peux supporter ça avec la technologie, tout peut se faire. Puis là, j'ai un peu honte à avouer que mon application technologique de gestion de temps, c'est mon application d'alarme sur mon cell. Donc, je vais probablement prendre des conseils de Tu viendras me voir après, je te donnerai mes conseils. C'est bon. Mais j'en ai un autre pour toi, en plus, conseil d'étudiante plus senior à étudiant plus junior. Une des choses qui a fait une grosse différence dans mon parcours, justement, Louis-Jacques, c'est toi, Louis-Jacques? Bonjour. J'ai parlé de important versus non important, puis urgent versus non urgent. Là. Il y a une grille de priorisation vraiment simple qui existe. Imagine un carré dans lequel tu fais une croix pour le séparer en 4 carrés. La matrice d'Eisenhower, on tape ça sur Google. Exactement. Donc, tu as, dans le bas, tu as non important et le carré d'en haut, c'est important. Puis, ça, c'est sur ton ordonnée. Puis, sur ton abscisse, tu as urgent, non urgent. Puis, en fait, c'est qu'il y a des choses qui peuvent être urgentes, mais non importantes. Urgentes et importantes. Non urgentes, mais importantes. Et non urgentes et non importantes. Puis après ça, selon où la tâche va tomber dans un des carrés, bien après ça, tu vas décider si tu décides de
par exemple, l'adresser tout de suite, si c'est urgent et important. Si c'est urgent mais non important, tu peux essayer de la déléguer à quelqu'un. Si c'est important mais non urgent, tu la mets dans ta to-do list, puis tu la gardes dans tes choses à faire. Puis si c'est non important et non urgent, tu fais juste la mettre aux poubelles. Nice. C'est quand même important à savoir parce que c'est vrai, tu sais, d'apprendre à reconnaître une tâche urgente d'importante. Puis, tu sais, très souvent, c'est parce que la tâche urgente, veut pas, très souvent, elle nous éloigne de notre objectif. Alors que la tâche importante, je sais pas, je viens de dire la bonne chose, la tâche importante nous rapproche de notre objectif, la tâche urgente nous éloigne. Donc, c'est important, mais tu sais, tout ça là, pour appliquer la matrice d'Eisenhower, c'est quand même important d'avoir un objectif en tête. C'est quoi mon objectif de la journée? Tout ce qui me rapproche de cet objectif-là, c'est une tâche importante. Tout ce qui me éloigne, généralement, c'est plus du côté non important et très souvent urgent. C'est pour ça, entre autres, qu'on suggère toujours de ne pas prendre ses courriels dans la première heure de notre journée. Pourquoi? Parce qu'elle nous force à rentrer en mode réactif puis en mode urgence. Alors que ce qu'on veut faire normalement au début de notre journée, quand on est plus productif, du moins pour moi, on veut faire des tâches importantes. Donc, moi, c'est pour ça, ma boîte courriel, je la rouvre l'après-midi et là, mes tâches importantes sont faites, on peut rentrer en mode urgence. Jusqu'à temps que tes urgences soient dans tes courriels. Puis que les gens te textent parce que ça comme là, tu réponds pas à tes courriels! Puis, je pense, je vais appuyer là-dessus parce que, en fait, on voulait aussi déterminer, en fait, c'est quoi? Ben là, je pense que Rose t'en a donné quelques bonnes, mais pour nos autres auditeurs qui commencent leur parcours aux études graduées, c'est quoi les bonnes habitudes à prendre dès maintenant pour être meilleur dans la gestion de projet, ou pas nécessairement en gestion de projet, mais être meilleur dans nos études graduées au long terme? Puis, je dirais, tu sais, la bonne habitude, peut-être, c'est peut-être trop simple, mais, tu sais, de prendre conscience à chaque fois qu'on fait un projet. Tu sais, on parlait de se faire une toast le matin, se lever le matin, c'est un projet. On fait des projets dans notre vie, on en gère peut-être des centaines de projets dans une journée et peut-être que juste de prendre conscience de ça va nous aider à un moment donné quand on a des plus grands projets. Puis, tu sais, moi, je suis un grand partisan de la sursimplification. Des fois, ça me nuit, mais quand même si c'est un projet qui est sur plusieurs années, ça demeure quand même en plusieurs points similaire au projet de me faire une toast le matin. Il y a un début, une planification, j'organise mes ressources. C'est juste qu'il y a des projets qui sont très courts dans le temps puis des projets qui sont plus longs. Ceci étant dit, je pense que l'habitude d'apprendre à reconnaître ou à différencier une tâche importante d'une tâche urgente, ça, plus on commence à le faire tôt, plus ça va nous aider parce que c'est pas juste nous autres qui ont de la misère à ne pas procrastiner. Tous les étudiants, peu importe leur parcours, ainsi que les enseignants, on a une tendance naturelle à procrastiner et jusqu'à un certain point, c'est correct de procrastiner. Ça fait du bien de procrastiner puis d'aller faire des petits quiz sur Facebook une fois de temps en temps. Ceci étant dit, c'est quand même important de pouvoir dire, là, j'ai quand même un objectif à atteindre, donc il y a certaines tâches sur lesquelles je peux pas me permettre de procrastiner. Donc, plus je suis capable d'identifier ces tâches-là rapidement dans ma journée, donc de me fixer un objectif, plus ça va m'aider à dire, bon, ben là, mon objectif, je vais l'atteindre, c'est-à-dire je me couche pas ce soir tant que ça, c'est pas fait. Je pense que c'est une bonne habitude à prendre et ça prend pas beaucoup de compétences pour faire ça. C'est plus de la discipline que d'autres choses. Puis je pense que ça aide aussi parce que, je sais pas, personnellement pour toi, Rose, ou toi, Géa, je sais qu'il y a d'autres étudiants aussi que quand ils ont une montagne de tâches, souvent, leur premier réflexe, c'est faire comme « Ah non, ça me tente, je croule sous la pression de les faire, donc je préfère procrastiner, même si je sais que ces tâches-là sont hyper urgentes que je dois les faire maintenant. » Donc, on dirait que c'est comme un cercle vicieux de comme plus j'en ai, moins ça me tente de les faire, etc. Et tu vois, la gestion de projet qui est l'art de prendre une grosse tâche puis de la diviser en plus petites tâches, c'est exactement comme ça qu'on réussit à sortir d'un rush de fin de session ou quelque chose comme ça. C'est que je vais faire une petite tâche qui va tranquillement m'amener vers ma deuxième tâche puis à la fin de ma journée, je me rends compte que finalement, mon projet est quasiment fini. Donc, c'est ça, la compétence de base de planification, de prendre la grosse tarte puis de la diviser en petites pointes puis d'y aller une bouchée à la fois, c'est ça qui va nous aider. Personnellement, je sais que mon premier réflexe quand j'ai commencé à être étudiante graduée, c'est quand j'écrivais un article scientifique. Puis tu sais, personnellement, la rédaction, c'est super important, mais c'est toujours un processus qui est long pour moi parce que j'ai tendance à vouloir attendre d'avoir tout le manuscrit dans ma tête d'écrit, puis par la suite, je vais le coucher sur le papier. Mauvaise habitude à ceux qui nous écoutent, faites pas ça. Puis, en fait, souvent, les objectifs que je me donnais étaient en lien avec ça. Écrire ma discussion.
Ah, oui, OK, mais encore. Puis souvent, c'était super déprimant parce que je finissais ma journée de travail, j'avais pas atteint mon objectif clairement. J'étais déprimée parce que j'avais pas atteint l'objectif. Puis en plus, je m'en voulais parce que je me disais que j'avais pas travaillé assez fort cette journée-là. Tu avais écrit une phrase et c'est la fin du monde. Oui, exactement. Mais tandis que maintenant, ben, je vais dire, OK, justement, scinder la tâche d'écrire une discussion en plusieurs petites tâches qui sont, par exemple, OK, ben, je vais commencer. Puis ne serait-ce, le choix des mots est important. Commencer ma revue de la littérature, poursuivre ma revue de la littérature. Fait que si j'ai cherché 2 articles, ben, j'ai poursuivi ma revue. Fait que je peux cocher la table. Même si j'ai pas de... Parce que je suis pas très bonne personnellement pour me donner un objectif en termes de nombre. Non, mais tu viens de le faire. Là. Mais ton objectif peut très bien être de lire 2 articles scientifiques. On n'est pas des mathématiques, mais on vient de mettre un chiffre pareil. C'est pas mal plus facile à cocher à la fin de la journée. C'est pas mal plus smart aussi. En effet, oui, smart. Un autre acronyme que j'adore. Donc, voilà, c'est ça. Mais ça m'a beaucoup aidé personnellement à être plus productive puis plus satisfaite aussi. Puis quand on a un sentiment de satisfaction face au travail qu'on fait, mais après ça, on a souvent tendance à... C'est la montagne de défis dont tu parlais, puis la montagne de tâches. Ben si on a un sentiment de satisfaction lié au travail, je pense on se sent plus apte. Puis tout est moins une montagne quand on a des réussites comme ça pendant la journée. Manger un éléphant, une bouchée à la fois. Exactement. L'importance d'être capable de scinder un objectif général en objectif spécifique ou en sous-objectif. Absolument, ça, c'est une des compétences de base qui est super importante à développer en gestion de projet. Puis, tout ça, ça fait penser aussi, on parle beaucoup des tâches qu'on doit faire, mais est-ce que, par exemple, pour commencer la journée, on devrait commencer par les tâches qu'on aime faire, qui sont faciles, ou c'est une mauvaise habitude, puis on prend comme trop la voie facile pour le faire? Ça, c'est des stratégies de gestion du temps. La clé dans la gestion du temps, c'est d'identifier ses propres périodes de productivité. Donc, des périodes de productivité, il y en a que c'est très tôt le matin, il y en a que c'est en pleine nuit, mais généralement, OK, ce qu'on veut faire dans une journée pour que ça reste motivant, c'est que les petites tâches faciles, agréables et qu'on sait qui nous avancent, ça, on sait tous que c'est satisfaisant sur un post-it de scratcher quelque chose. Ça peut être motivant. Mais tu peux faire l'inverse aussi, c'est-à-dire tu peux très bien commencer par les tâches un petit peu plus costaudes. Tu dis ça va me prendre un petit peu plus de temps, ça me prend du jus de cerveau. Donc, les tâches un peu plus complexes et importantes, celles-là, c'est important de les faire fitter dans nos plages de productivité, que ce soit le matin ou en pleine nuit. Et ensuite, dans des moments dans lesquels on est un petit peu moins présent, là, on peut faire un petit peu plus de tâches faciles qui peuvent s'accumuler en nombre. Et puis, les tâches déplaisantes ou pas importantes, bien, ceux-là, on peut les remettre au lendemain. Ça a peut-être un petit peu moins d'importance, un petit peu moins d'impact sur l'atteinte de nos objectifs de la journée. Un truc qui m'aide beaucoup à passer à travers mes journées personnellement, c'est que justement, ma période de productivité est le matin tôt. Puis ce que je fais, c'est que je vais faire toutes mes grosses tâches de rédaction ou toutes les tâches qui demandent plus de diplomatie, par exemple, on va dire ça, bien, je vais les mettre le matin. Puis l'après-midi, je vais garder toutes les tâches qui me permettent d'écouter la musique que j'aime pendant. Parce que des fois, ça va entraver les tâches de rédaction. Fait que je sais que l'après-midi, je vais pouvoir écouter ma musique, je vais quand même avancer des tâches. Fait que souvent, c'est comme ça que je fais. Puis ça fonctionne bien quand même. C'est sûr qu'il y a des journées, des fois, tu arrives le matin et tu es un peu brûlé, puis ça fonctionne pas quand même. Ça va jamais comme tu veux à 100%, mais au moins d'avoir cette routine-là, je pense que c'est un peu sécurisant. D'apprendre à isoler dans un horaire, c'est quoi mes plages de productivité, puis tu sais, de les garder réservées, là, ces plages de productivité-là, là, le matin. Moi aussi, je suis comme le matin, là, entre 6 et 9, là, ça, c'est parfait. C'est là que je fais mes grosses tâches, et c'est là que c'est le fun. Parce qu'à 9 heures, un humain normalement constitué commence à travailler. Moi, ma journée est faite pas mal. C'est-à-dire que mes tâches importantes, je les ai déjà clenchées. Donc là, ça ne me dérange pas de faire des petites tâches un peu plus faciles, de répondre à des appels téléphoniques, de faire plein de meetings moins pertinents sur Teams, sur Zoom, etc. parce que les tâches importantes ont été faites dans ma plage horaire de productivité. Donc ça, c'est de la discipline plus qu'autre chose. C'est drôle, tu parles de meeting, justement, mais personnellement, une révolution dans mon horaire dernièrement, là, c'est que j'ai compris, tu sais, ça a toujours été le cas, mais là, j'ai compris que j'avais le droit de me mettre non disponible en avant-midi, même si j'ai du temps pour des meetings. Fait que maintenant, mes meetings sont l'après-midi. Je donne des disponibilités seulement l'après-midi parce que je garde mes périodes de rédaction l'avant-midi. Ça a été... C'est niaiseux, là, je veux dire, mon calendrier a toujours... Mais juste de changer la conception de dire oui, j'ai le droit de me garder des périodes où je suis occupée pour moi, pour avancer mon travail et non pas rendre tout ton horaire disponible aux autres.
Ça, je trouve que c'est un beau changement de paradigme qui aide dans la gestion La de gestion projet. des meetings qui sont pas super importants. Je veux dire, moi, c'est ça qui a Le bien-être duré humain. mon lien d'emploi avec le domaine des salariés en général. Là, tu sais, à un moment donné, c'est que tu fais tellement que tu te rends compte que dans une semaine, tu fais tellement de meetings qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée. Et puis ça me grugeait intérieurement. C'est-à-dire, moi, ma période de productivité, c'est le matin. Puis finalement, j'ai passé mon matin à entendre plein de gens qui parlent de choses, mais finalement, on n'avance à rien. Puis le meeting, il donne rien. Ça, c'est tannant. Donc oui, d'avoir la discipline de se mettre non disponible ou même de refuser des meetings ou de proposer d'autres plages horaires pour des meetings qu'on juge moins importants. Ça aussi, c'est important. Je pense qu'on a une belle liberté aussi en tant qu'étudiant gradué parce que c'est souvent, on a plus souvent le contrôle de notre horaire, en fait, si on était sur le marché du travail. Donc là, ça nous permet de dire, donc, moi, moi, je vais travailler en avant-midi, puis en après-midi. Puis là, ben, si ça me tente de faire des rencontres, mettons, en fin d'après-midi, on peut puis continuer à travailler le soir. Fait que je vous dis pas que vous devez travailler le soir, là, mais c'est juste que vous avez le droit de changer votre horaire comme vous voulez, les étudiants gradués un peu. Ben, Je suis pas rendue à l'étape de dire non à des meetings encore, là, mais bon. ouais. Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Non, mais pas que. Mais personnellement, je me sens pas capable de le faire, mais ça viendra peut-être éventuellement. Louis-Jacques, j'ai une question pour toi. Oui, vas-y donc. En fait, je me demandais, tu sais, on parlait de bonnes habitudes à avoir pour devenir un expert en gestion, ou une experte en gestion de projet. Puis je me demandais, toi, est-ce que tu as fait des choses dans ton parcours gradué qui ont fait que maintenant, tu te sens plus outillé à devenir éventuellement un gestionnaire de projet? Oui, puis en fait, je l'ai fait sans vraiment m'en rendre compte parce que c'est à travers mes différentes implications étudiantes. Donc, dans le premier balado, on parlait de l'équipe IGMU Laval. J'ai fait le comité étudiant de l'UCPQ. Je m'implique aussi dans Vision. Donc, en fait, toutes ça, ces expériences-là, vraiment, puis ma première expérience, c'était vraiment l'équipe iGEM, que là, c'est vraiment comme une espèce de nouveau projet scientifique. C'est comme une espèce d'environnement de start-up, ce qu'on a, mais pour les étudiants. Fait que s'il n'y a comme pas de pression, puis on apprend sur le tas, littéralement. Puis, avec tout ce recul-là, toutes ces expériences-là, je me suis dit, wow, OK, j'ai vraiment appris énormément de compétences de gestion de projet sans vraiment me rendre compte. Puis, il y avait tout ce qui était gestion des finances, gestion de justement une équipe. Bon, telle personne doit faire telle étape dans tel projet. Gestion de projet en général aussi. On avait aussi tout ce qui était communication, aller vendre le projet. Donc, nous, par exemple, notre congrès scientifique à la fin de l'année, c'était littéralement comme une espèce de pitch de vente de notre projet à l'international. Puis, c'est ça. Fait que ça a été vraiment comme tout ce qui est implication étudiante durant nos études graduées. Je pense que c'est le meilleur moyen de développer des compétences de gestion de projet, puis des compétences interpersonnelles aussi, transversales. Puis ça peut être le fun aussi de le faire. Fait que c'est ça. On Toutes apprend les par la assos, comités, toutes ces implications étudiantes-là. Puis ça, je trouve, à l'Université Laval, on est gâtés. Il y a plein d'options d'implication. Et peu importe l'implication qu'on fait, ça demeure en grande majorité des projets qu'on gère. Donc, c'est une façon assez simple de prendre de l'expérience en gestion de projet. Oui, s'impliquer dans du parascolaire, des associations, des comités, faire du bénévolat, tout ça, ça compte en expérience pour devenir gestionnaire d'un projet. Mm-hmm. C'est ça. On combine le plaisir et l'utilitaire. Donc, maintenant qu'on parle, en fait, là, on va sortir un petit peu plus maintenant, on se met dans la peau d'un étudiant qui vient de finir son doctorat. Il vient de faire son examen de doctorat, ils ont sorti des PhD, ils cherchent un emploi. Mais là, il se dit, est-ce que j'ai des compétences qui me manquent pour entrer dans le marché du travail? Quelles compétences qui me manquent présentement? Tu sais, sur le marché du travail, évidemment, ça va dépendre du type d'emploi. Mais peu importe le type d'emploi que tu vas occuper, ce qui est le fun, c'est que c'est pas mal sûr que ça va être dans une structure hiérarchique ou dans une organisation, que ce soit privée, publique, grosse organisation, petite organisation, entreprise de service. Si tu vas être dans une organisation, même si tu es travailleur autonome, tu es quand même ta propre organisation. Donc, quand même, les compétences de base qu'on a mentionnées tantôt, là, donc de planifier, d'organiser, de diriger, d'évaluer, tout ça, c'est des compétences à développer et à mettre en évidence dans un CV ou dans un entretien d'embauche. Donc, tout ça, c'est important. D'apprendre à planifier, d'apprendre à gérer son temps. Tout ça, c'est des choses qui sont très, très pertinentes parce qu'en général, les employeurs, oui, ils vont regarder les diplômes. Certains diplômes nous permettent de dire, OK, tu as une certaine scolarité, donc tu as certains standards académiques qui ont été atteints. Mais à la base,
Es-tu débrouillard? Es-tu quelqu'un qui est capable de faire preuve d'autonomie? Ça, c'est quand même important. Alors, en général, je pense que les étudiants qui graduent très souvent, puis moi aussi, quand je parle à mes finissants, je dis les mais moi, généralement, je parle avec des finissants du bac et à la maîtrise. Et avant de les envoyer sur le marché du travail, eux-mêmes disent, est-ce que je suis prêt? Me semble qu'il me manque des outils. Et mon message final pour eux autres est toujours le même, c'est oublie pas que c'est pas parce que ton bac ou ta maîtrise ou ton doctorat est terminé que tu sais tout puis que tu n'as plus besoin de rien faire par toi-même. L'amélioration, la formation continue, ça demeure vrai pendant toute ta vie. Il faut rester à l'affût des nouvelles technologies. Il faut toujours se former. C'est toujours bon d'acheter un livre de plus. Si tu sens que tu as besoin d'une certification supplémentaire parce que ça va te faire sentir un petit peu plus en confiance, fais-le. Ça peut se faire. Il y a des petites formations gratuites que tu peux faire aussi. Il y a des TED Talks que tu peux regarder sur YouTube. Il y a plein de petites choses. Et ça, oui, les formations, des fois, sont assez complètes, mais une formation peut pas non plus toujours combler 100% de ce que tu dois savoir pour être 100% compétent. Une formation, moi, j'ai toujours vu ça comme une espèce de chaudière. Moi, toujours un baccalauréat, c'est comme un bac. C'est-à-dire que tu mets ce que tu veux dans ton bac après. C'est-à-dire qu'il faut que tu le remplisses par toi-même. Ça donne une structure d'apprentissage. Ça t'a allumé à certains concepts qui peuvent être pertinents ou pas, dépendamment de ce que tu veux faire. Maintenant, ce que tu fais avec ton bac ou avec ta chaudière ou avec ta maîtrise, peu importe, il y a une grosse partie qui t'appartient de ce que tu vas faire avec ça pour rentrer sur le marché du travail. C'est drôle parce qu'on parle encore une fois d'analogie, puis tu parles de bac, mais nous, on parle de coffre à outils. Oui. on a le même, de dire, OK, on va mettre des techniques dans notre coffre à outils parce que, ayant suivi une formation professionnelle, ben, on part un peu avec un bagage de techniques, puis on applique celle, puis on décide de se spécialiser vers celle qui nous intéresse le plus, tu sais. Fait que, encore une fois, la façon de mentionner les choses, la façon d'apprendre les choses, et il y a beaucoup plus de ponts, en fait. Je pense que... Le coffre à outils, moi aussi, j'utilise beaucoup ça. Là. Le coffre à outils, l'affaire, c'est qu'évidemment, dans un coffre à outils, ben, je peux te montrer différents outils, je peux te dire comment ça fonctionne, mais je veux dire, à quelque part, voici un tournevis. Un tournevis, tu le mets sur une vis et tu le tournes. Je peux te l'expliquer comme ça dans une salle de cours, mais je pense que il y a une partie de ta job aussi qui va être d'aller dehors puis d'essayer un tournevis puis de dire voici comment ça peut fonctionner. Donc, c'est important quand même d'expérimenter les choses par soi-même. Dans les travaux d'équipe, on peut en faire une partie. Dans nos implications, on peut en faire une autre partie aussi. Mais une fois que tu connais l'outil, d'apprendre à travailler avec, il y a une partie que tu vas faire aussi pendant toute ta carrière. Donc, il faut l'expérimenter. Moi, mes diplômés, quand ils terminent, très souvent, je suis un peu un rabat-joie comme ça, mais je leur souhaite très souvent de se planter. Puis je leur dis avec beaucoup d'amour, dans le sens que je vous souhaite de vous planter parce que si vous vous plantez, premièrement, ça montre que, premièrement, vous avez essayé quelque chose. Puis deuxièmement, c'est plate, mais on apprend à force de se planter. C'est comme ça. Puis très souvent, j'ai l'impression qu'on a des diplômés qui ont peur de ne pas prendre la bonne décision. Ils ont peur de se tromper. Et donc, ça crée une espèce de paralysie qui devient une espèce de frein qui est juste dans notre tête. Mm-hmm. Donc, fais-le. Essaye quelque chose. Apprends de tes erreurs. Puis ça, je le sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de grandir de ses erreurs, il y a quelque chose de très valorisant là-dedans. Tu sais, on mange des claques, on dit « j'ai essayé ça, puis ça n'a pas marché ». Je me ferais pas avoir une deuxième fois. Je l'ai essayé de même, puis Colin, j'ai mangé une claque. Ben la prochaine fois, je vais m'en rappeler. Je l'ai intégré, ça. Et c'est ça qu'on appelle l'expérience. C'est quoi l'expérience? Je peux te donner une définition théorique, mais une définition pratique. L'expérience, c'est le nombre de claques que tu as mangé dans la vie. Puis c'est avec ça que tu as appris. C'est ça qui devient ton petit pack-sac, ton petit kit de survie. Puis c'est ça, après ça, tu peux témoigner de ça à d'autres. Les autres vont dire, OK, oui, c'est ça les problèmes que je vais anticiper. Donc, c'est ça l'expérience. C'est à ça que ça sert aussi. Donc, faut pas avoir peur de l'expérimenter. Puis, faut pas non plus blâmer nos enseignants. Nos cours sont tout le temps théoriques. Puis tout ça, oui, je t'ai montré l'outil. Je t'ai peut-être même en classe, on en a parlé. On a fait 2-3 exercices là-dessus. Mais il y a une partie de l'exercice que, heureusement ou malheureusement, tu vas devoir faire par toi-même, à tester ces outils-là. Tu l'as, le coffre à outils. Qu'est-ce que tu fais avec? Il y a une partie qui t'appartient aussi. Je fais une parenthèse pour dire que je vous encourage à continuer d'écouter les balados-vision sur la gestion de projet parce qu'on va justement parler de certaines choses comme le sentiment d'imposteur, la santé mentale en gestion de projet. Donc, restez avec nous pour la suite. Allons-y, restez à l'écoute. Puis maintenant, en fait, on parlait là de compétences, d'incompétences, mais Géa, pourrais-tu nous parler du principe de Peters? Le principe de Peters, oui, ça, c'est un principe empirique. Hein? Donc, le principe de Peters, empirique, ça
Ça repose pas beaucoup sur des bases théoriques, mais c'est quelque chose qui est observé très fréquemment. Le principe de Peters parle des structures hiérarchiques, puis classifie les employés d'une organisation par leur niveau de compétence ou d'incompétence. Donc, ça nous démontre le principe de Peters que dans un organisme, c'est normal, dans une structure hiérarchique, il y a toujours des gens qui sont compétents, des gens qui sont moins compétents, il y a des gens qui sont super compétents et des gens qui sont super incompétents. Et le niveau de compétence suit en quelque sorte une courbe normale. C'est la loi normale. Donc, c'est quand même assez facile de savoir dans une organisation, c'est quoi le ratio de personnes compétentes, le ratio de personnes super compétentes et le ratio de personnes incompétentes et largement incompétente. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que ce principe-là, par déclinaison, il nous dit que dans un organisme ou dans une structure hiérarchique, chaque personne obtient toujours des promotions jusqu'à temps qu'il ait atteint son plein niveau d'incompétence. Et ça, c'est une loi qui est un peu satirique, pour ne pas dire humoristique, mais qui est quand même observée partout. Moi-même, je m'en rends compte très souvent. Je fais beaucoup de l'accompagnement avec des gestionnaires de vente, gestionnaires du marketing, et un réflexe qu'on va avoir très souvent comme gestionnaire d'une structure, on va prendre notre meilleur vendeur et puis on va lui donner une promotion. Toi, tu es notre meilleur vendeur, donc on va te nommer directeur de territoire ou directeur des ventes. Et quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on vient de perdre notre meilleur vendeur. Et en plus, on vient peut-être de donner une promotion à quelqu'un qui n'a pas les compétences pour être un gestionnaire ou un directeur des ventes. Donc, notre directeur des ventes, qui était avant ça un représentant des ventes hyper compétent, devient un directeur des ventes incompétent. Et puis là, après ça, on se surprend qu'il ne pourra plus avoir d'autres promotions dans sa vie parce qu'il a atteint son plein niveau d'incompétence. Et ça, par déclinaison, moi-même, quand je fais de l'accompagnement, je me rends compte qu'il y a différents niveaux d'incompétence. Il y a l'incompétence saine, que j'appelle l'incompétence consciente. Il y a des gens, ce même directeur des ventes-là, qui sait qu'il a des faiblesses et qui veut les combler. J'adore travailler avec ces gens-là. C'est super. On est conscient qu'il y a une faiblesse et on va se faire un plan d'action pour combler ces faiblesses-là. Mais il y a l'autre niveau d'incompétence, qui est l'incompétence inconsciente. C'est-à-dire que la personne, elle ne sait pas qu'elle ne sait pas. Elle pense qu'elle fait la bonne chose alors qu'elle est en train pas mal de faire la mauvaise chose. Ça, moi, j'aime pas beaucoup ça. En fait, je refuse de travailler avec ces gens-là. C'est-à-dire que j'ai pas la patience de faire de l'introspection, mais le niveau d'incompétence est quand même important à être capable de jauger en consultation. Et ça, c'est une des déclinaisons de la loi satirique, mais quand même empirique du principe de Peter. Tu parles beaucoup de compétences versus incompétence, mais en fait, moi, ça m'amène la question de savoir, mettons que je suis quelqu'un qui est dans un poste de gestion. Comment est-ce que je fais pour savoir si je fais une bonne job? Différents types d'évaluation que tu peux avoir. Il y a toujours des canaux qui sont formels, des canaux informels. Donc, si tu fais une bonne job, premièrement, généralement, dans beaucoup d'organismes, il va y avoir des évaluations formelles qui sont faites soit à chaque année ou à chaque 6 mois, où là, tu vas recevoir un feedback formel de la part de ton supérieur ou de la part de tes équipiers. Donc ça, il y a des méthodes formelles qui existent d'évaluer sa performance. Mais il y a aussi des méthodes très informelles, des discussions de couloir, des discussions d'être capable nous-mêmes d'aller chercher le feedback informel des gens. Comment ça va, toi, en général? Puis notre relation, puis trouves-tu que ça va bien? Comment tu trouves que je gère ça? Évidemment, il faut aller chercher des personnes de confiance. On ne demande pas ça n'importe quand, à n'importe qui, mais ça peut être pertinent de le faire. En gardant en tête peut-être aussi que l'autocritique est important. C'est important de connaître aussi, puis là, je parle d'incompétence, mais tu sais, l'incompétence, c'est un mot qui est drôle un peu à dire, mais on a tous des zones de force puis des zones de faiblesse ou des zones d'amélioration possibles. Peut-être moins catastrophique de le voir comme ça, mais une fois qu'on a identifié nos propres zones d'amélioration, ça nous aide. Ça nous aide beaucoup à préparer un plan d'action, un plan de formation qui va nous permettre de combler ces points d'amélioration-là. Donc oui, de le demander de façon informelle à des gens, ça peut se faire. D'apprendre à formuler l'autocritique raisonnable. Il ne faut pas être trop dur avec soi inutilement. L'objectif, c'est vraiment d'être conscient. On a des forces, puis avec généralement nos forces viennent des faiblesses. Moi, je dis souvent, personnellement, une de mes grandes forces, généralement, le monde dit « tu as l'air de bonne humeur, tu es un gars qui est dynamique, que c'est le fun. » Oui, OK. La faiblesse qui vient avec ça, c'est que très souvent, je suis perçu comme quelqu'un qui manque de sérieux. Donc, il faut apprendre à travailler, il faut apprendre à gérer ça, il faut apprendre à poser le niveau, le rythme de discussion, dépendamment des interlocuteurs à qui je parle. Donc, tout ça, je pense que le sens de l'autocritique, c'est important. C'est important aussi d'apprendre à recevoir la critique.
C'est facile à dire, pas facile à recevoir une critique. Moi, j'ai une carapace parce qu'à chaque session, les étudiants me critiquent toujours. Puis en gestion de projet, c'est la même chose. Quand tu es en charge de quelque chose, c'est normal. Les gens vont toujours être portés à te critiquer, à dire tu devrais faire ça différemment. Donc, c'est important d'être capable d'en prendre, mais surtout d'en laisser. Puis c'est important aussi d'être capable de dire ça, oui, j'accepte ce commentaire-là, je pense que tu as raison. Versus celui-là, non, on n'est pas d'accord là-dessus. On n'est même pas obligé de s'ostiner là-dessus. Mais je vais faire preuve de discrétion. Je vais garder mon pouvoir discrétionnaire pour dire non, ce commentaire-là, oui, celui-là, non. Puis je vais essayer de rester professionnel et rationnel dans ma façon de réagir à ça. Mais recevoir une critique, ça génère pas mal toujours des émotions qui sont difficiles à gérer. Mais on parlait de gestion du temps, gestion de projet, gestion des émotions. Ça aussi, ça fait partie de la gestion de projet. Puis aussi, tout ce que tu viens de nommer, en fait, je pense que ça se recouvre dans le leadership, en fait. Puis ça, le leadership, on pourra aussi justement en parler dans notre prochain podcast sur le marketing de soi. Oui. Parce que je pense que ça englobe beaucoup de choses. Mais on devra s'arrêter là pour ce podcast et parler. On gardera tous le contenu de leadership. Merci à tous d'être à l'écoute. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Nous espérons que ce balado Vision vous a plu. Pour ceux et celles qui veulent poursuivre la discussion, nous vous invitons à écouter nos autres balados sur la gestion de projet intitulés Définition et vue d'ensemble de la gestion de projet, marketing de soi et gestion de projet sur le marché du travail. Je m'appelle Rose, je suis accompagnée de Louis-Jacques et Géa et nous vous disons à bientôt.